L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mardi 7 janvier 2020, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud se classe en 10e position au Québec. Le complexe aquatique de Lévis ouvrira le 20 janvier prochain. L'agresseur de l'Hôtel Plaza fait face à de multiples accusations et côté sport, Julien Hébert est échangé au Drakkar de Bécomo, l'Everest se paie les braves, le défi La Durantois annulé, les résultats de la Ligue de hockey olympique et une 6e défaite pour le Canadien de Montréal. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. C'est dans l'édition du lundi 6 janvier 2020 du Journal de Québec qu'était présenté le palmarès des commissions scolaires du Québec, palmarès réalisé par l'Institut Fraser. Il apparaît que pour l'année 2018, la commission scolaire de la Côte-du-Sud y fait bonne figure, puisqu'elle se situe en 10e position sur 28, avec une note de 5,6 sur 10, et ce, pour 7 écoles recensées sur un total de 69 commissions scolaires francophones et anglophones. Cependant, elle n'est pas la seule commission scolaire à être en 10e place, puisqu'il y en a 2 autres, notamment la commission scolaire voisine, à l'est, soit celle de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Par ailleurs, la commission scolaire de la Côte-du-Sud est en montée depuis les 5 dernières années, ce qui n'est pas le cas pour celle de Kamouraska-Rivière-du-Loup, qui, elle, est demeurée stable. Au total, la première position va ici à la commission scolaire des Bois-Francs, centre du Québec, Victoriaville et les environs, avec une note de 6,9, et la dernière position est détenue par la commission scolaire de Sorel-Tracy, en Montérégie, avec une note de 3,2, ce qui place la commission scolaire de la Côte-du-Sud en haut de la moyenne, avec une note de 5,6, rappelons-le, ce qui est bien entendu digne de mention. Rappelons que ce palmarès, réalisé par l'Institut Fraser, classe les commissions scolaires en fonction de la moyenne des cotes globales obtenues par leurs écoles secondaires. Cette cote est basée, en bonne partie, sur les résultats des élèves aux examens ministériels des 4e et 5e années du secondaire. À cet indicateur s'ajoute, entre autres, l'écart entre les garçons et les filles et la proportion d'élèves qui accusent un retard dans leur parcours scolaire. L'homme qui a agressé un musicien dans le stationnement souterrain de l'Hôtel Plaza à Québec vendredi soir a officiellement été accusé au Palais de justice de Québec. Nicolas Martella, 29 ans, fait désormais face à des accusations de voies de fait armées, voies de fait causant des lésions corporelles, menaces, utilisation et possession d'une carte de crédit qui ne lui appartenait pas et méfaits. Comme la procureure aux poursuites criminelles et pénales s'est opposée à sa remise en liberté,
Martella va demeurer détenu jusqu'à la tenue de son enquête sur cautionnement. Rappelons que le 3 janvier, après avoir terminé son quart de travail à l'Hôtel Plaza, le musicien Evan Duchesneau-Boudreau a été attaqué en tentant d'empêcher le malfrat de voler sa voiture. Ce que le musicien a raconté au Journal de Québec, il lui aurait demandé à 2 reprises de sortir de la voiture pour, par la suite, lui demander de s'en aller. Quand je suis venu pour entrer dans le véhicule, il a essayé de me poignarder dans le dos. J'ai contre-attaqué avec mon bras gauche. Il s'est essayé une 2e fois et je l'ai arrêté avec ma main. On est tombé. L'altercation a continué et il a fini par lâcher son couteau, a expliqué la victime. Martella a finalement pris la fuite, mais les policiers du service de police de la Ville de Québec l'ont retrouvé, puis ils ont procédé à son arrestation dimanche. Mentionnons que le 6 décembre dernier, Martella a comparu pour faire face à des accusations de menaces, voies de fait et méfaits en lien avec une autre histoire. Il avait toutefois pu reprendre sa liberté en s'engageant pour un montant de 1 500 $. Le juge lui avait également interdit de posséder des armes et il devait garder la paix et avoir une bonne conduite. Le complexe aquatique multifonctionnel de Lévis, dont l'inauguration était prévue l'automne dernier, ouvrira finalement le lundi 20 janvier. Après 25 ans d'attente, les citoyens pourront profiter de ces nouvelles installations construites, selon le quotidien Le Soleil, pour 35,5 millions de $. Le centre est situé sur la route des Rivières, dans le secteur Saint-Nicolas, voisin de l'école de l'Envol. Lors du dévoilement des maquettes en juin 2017, il s'agissait alors du plus gros chantier public de Lévis. Le complexe a été promis par 3 administrations municipales depuis la fin des années 90. Il est financé à 50 % par les gouvernements fédéral et provincial et à 50 % par la Ville de Lévis. Les retards connus à l'automne étaient liés à la conception des jeux d'eau. Le projet permettra de doubler la capacité d'accueil aux bains libres en faisant passer le nombre d'entrées de 50 000 à 100 000 par année. Toujours selon le journal Le Soleil, Lévis résout ainsi le problème d'accessibilité aux cours de natation dans l'ouest de la ville, qui a connu une forte progression démographique au fil des ans, à un point tel que 1 200 jeunes étaient privés de cours chaque année. Le bassin semi-olympique du complexe comprend 10 couloirs. Il devient la 3e piscine publique intérieure sur le territoire de la ville. Pour le maire Gilles Lehoulier, ce nouvel équipement servira aussi à former et à accueillir des athlètes de haut niveau en natation ou en plongeon. En effet, le complexe comprend 2 tremplins et 2 plateformes de plongeon, un bassin familial avec jeux d'eau, des gradins de 200 places, 4 studios de danse insonorisés d'une capacité de 300 places et une salle communautaire d'une capacité de 280 personnes. L'ajout des studios de danse et de la salle communautaire a fait passer la facture initiale de 28,5 millions de $, à 35,5 millions. Le maire Lehoulier insistait pour répondre à plusieurs besoins dans un même bâtiment. Dans quelques instants, les sports. Notre école, c'est la tradition. Notre école, c'est une famille. Notre école, c'est un milieu de vie. Notre école, c'est une maison. Notre école, c'est notre avenir. Notre école, c'est le Collège de Sainte-Anne de l'Apocatière. On a hâte de la présenter à nos portes ouvertes le samedi 18 janvier. Côté sport, le 31 décembre dernier, le Capignassien Julien Hébert a été échangé au Drakkar de Baie-Comeau dans une transaction impliquant le capitaine de 19 ans du Drakkar, Gabriel Fortier, ainsi que des choix au repêchage. Ces derniers avaient pourtant bien fait dans l'uniforme des Wildcats, puisqu'il avait compté un but tout en ayant une assistance dans une victoire de 6-2
face aux Tigres de Victoriaville. Les Wildcats ont par ailleurs effectué plusieurs transactions pendant la période, ayant débuté le 15 décembre dernier et s'étant terminé le 6 janvier, car l'organisation désire, depuis le début de la saison, remporter les championnats, soit la Coupe du Président et la Coupe Memorial. Plusieurs espoirs ont été ainsi sacrifiés pour réaliser de leurs objectifs, ou pour la réalisation, de leurs objectifs. Et quant à l'organisation du Drakkar, elle a immédiatement rappelé Hébert à Baie-Comeau afin que celui-ci s'entraîne avec l'équipe. Il n'est toutefois pas impossible que ce dernier termine la saison à Baie-Comeau, mais il est tout aussi possible qu'il finisse sa saison avec les Chevaliers de Lévis de la Ligue Midget 3A. Rappelons que Julien Hébert avait été le deuxième choix des Wildcats de Moncton, 37e choix au total, au dernier repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui avait eu lieu le 8 juin dernier au Centre Vidéotron. Le 6 décembre dernier, Hébert a reçu le titre de joueur offensif du mois de novembre pour son équipe Midget 3A, les Chevaliers de Lévis, avec une production de 13 points, 6 buts, 7 assistances en 6 matchs, en plus d'être nommé, au début du mois, la première étoile pendant 4 matchs consécutifs. C'est d'ailleurs une deuxième fois depuis le début de la saison que Julien Hébert reçoit ce prestigieux titre. L'attaquant de 16 ans, l'attaquant de 16 ans, pour une deuxième année consécutive, figure au sommet des 5 meilleurs pointeurs de la Ligue, et ce, depuis le début de la saison. Par ailleurs, la Ligue Midget 3A fait connaître, le 26 novembre dernier, les meneurs de chacune des équipes du classement de la Coupe RDS, et notre vedette régionale, Julien Hébert, a remporté ce titre pour son équipe. Ce trophée sera remis aux joueurs ayant accumulé le plus de points au classement des 3 étoiles en saison régulière en mai prochain dans le cadre du Gala des champions. Du côté de la Ligue de hockey junior 3A, maintenant, l'Everest a arraché un point vendredi à Granby et a causé la surprise à Montmagny ce dimanche en après-midi en l'emportant par la marque de 4-2 sur les Braves de Valleyfield. En effet, l'Everest visitait l'Inuk de Granby vendredi et les hommes de Simon Olivier ont connu une partie difficile, mais ont tout de même trouvé un moyen de s'en sortir avec un point en poussant le match à la limite, alors qu'il ne restait que 6 secondes à faire à la partie. Dans cette défaite, Fortin, Gaudreau avec 2 buts et Pouliot ont trouvé le fond du filet. Dimanche, l'Everest se trouvait devant un grand défi, alors que la meilleure équipe de la Ligue, les Braves de Valleyfield, se présentait à Montmagny. Les hommes de Simon Olivier ont bien répondu à l'appel avec un gain de 4-2. Le gardien de but, Jonathan Labrie, a été brillant devant le filet des Sud-Côtois, ce qui lui a valu le titre de joueur du match. Lavallée, Gagnon, Gaudreau et Fortin ont marqué dans la victoire. Ce vendredi 10 janvier, les Panthères de Saint-Jérôme visiteront l'Everest à compter de 19h30 et dimanche, l'Everest visitera les Braves de Valleyfield dès 16h. L'organisation du défi Ladurantois à Ladurantais a annoncé récemment que l'édition 2020, prévue en septembre prochain, n'aura finalement pas lieu. Selon La Voix du Sud, le nombre accru des courses à obstacles du genre et la diminution des bénévoles sont la raison qui force le comité organisateur à agir ainsi, peut-on lire sur la page Facebook de l'organisation. Nous avions un super concept de course originale, mais demandant beaucoup d'heures pour une poignée de personnes. Le défi Ladurantois se voulait une course à pied avec un parcours de 6 km et plus de 20 épreuves physiques qui rappelaient certaines tâches reliées à la ferme et dont les profits étaient versés à la Maison L'Arc-en-Ciel, volet autisme Chaudière-Appalaches, ainsi qu'à la Fondation Moonchild. On y retrouvait notamment la grosse bûche, le marteau et le clou, la charrette à foin et la chaîne à écurer. Le maire de Ladurantais, Yvon Dumont, est naturellement déçu de la chose, mais comprend la fragilité d'une organisation du genre. Il espère peut-être un retour dans le futur. On verra pour 2021, mais le comité a besoin de prendre un repos. Ça demande beaucoup d'implication des personnes qui font partie de ces structures.
des gens ont fait plusieurs années et choisissent de laisser tomber. Ce sont souvent les mêmes qui s'impliquent et il est naturel que certains s'essoufflent à un moment donné. M. Dumont voit ainsi sa localité perdre un autre événement majeur après la fin du Festival Western il y a quelques années. Ça avait été une grande déception cela aussi et des raisons étaient à peu près les mêmes, mentionnait le maire. D'une vingtaine de participants la première année, le défi La Durantois en avait reçu plus d'une centaine au cours des dernières années. Il en était à sa 6e édition en 2019. Le dimanche 5 janvier dernier, en ouverture des activités 2020 de la Ligue de hockey olympique de Montmagny, le Physio Optimum s'opposait au Neige et Vent. Après une première période dominante au pointage, le Neige et Vent a concédé 2 buts rapides à leurs rivaux, et ce, en début de deuxième période. Ensuite, tout au long de la partie, l'offensive de Neige et Vent s'est empressée de creuser l'écart pour protéger leur avance et ainsi freiner les ardeurs de Physio Optimum qui ont malgré tout continué de mettre de la pression. C'est avec une feuille de match bien remplie au chapitre début que la chute se conclut par la marque de 11-6 en faveur du Neige et Vent. Les buts de l'équipe victorieuse ont été comptés par Yannick Picard, 4 buts, Étienne Poirier, 2 buts, Raphaël Bertrand, Charles Lalonde, Pierre-Luc Mercier, Dave Rémillard et Maxime Talbot. Du côté du Physio Optimum, ce sont Steven Chouinard avec 2 buts, Simon Gamache, Jonathan Chouinard, Félix Guimont et Rémi Chouinard qui se sont illustrés en trouvant le fond du filet adverse. La soirée s'est poursuivie alors qu'Hockey Pneus André Ouellet et le Pétrole Montmagny se sont affrontés dans un match important, les 2 équipes étant nez à nez en 3e position au classement avant cette rencontre. Hockey Pneus André Ouellet a ainsi donné le ton à la rencontre en prenant une avance confortable au pointage, laissant peu de chance au Pétrole Montmagny de revenir dans le match, et ce, malgré leurs efforts soutenus. La marque finale est de 9-3. Dans cette victoire d'Hockey Pneus André Ouellet, Réaume Vachon a compté 2 buts, Steve Bernu également 2 buts, Guillaume Couette 2 buts, Charles Proulx, Mathieu Bolduc et Jonathan Tondreau ont également trouvé le fond du filet. Pour le Pétrole Montmagny, les buts ont été comptés par Adrien Boutin, Alex Vaillancourt et Patrick Couture. Le joueur de la semaine reste au bar sportif chez Agar a été remis à Yannick Picard du Neige et Vent, qui cumule 6 points dans la victoire de son équipe, dont 4 points et 2 mentions d'assistance. Soulignons par ailleurs que ce dernier est au sommet du classement des pointeurs et des buteurs de la Ligue, avec 34 points et 18 buts en 16 parties. Le prochain rendez-vous de la Ligue de hockey olympique se tiendra dimanche le 19 janvier 2020 dès 16h30, alors que le Physio Optimum se mesurera à Hockey Pneus André Ouellet, suivi du match entre le Pétrole Montmagny et le groupe MG. Enfin, malgré un effort honnête, le Canadien a encore une fois subi le même sort en perdant 3-2 face aux Jets de Winnipeg lundi soir. Le Canadien a prolongé sa série noire à 6 matchs sans victoire. J'ai l'impression qu'on revit la même cassette. C'est la même affaire qui se répète, a dit Dano. On tente de rester positif, on respecte notre système, mais ce n'est pas assez. Je suis au-delà de la frustration présentement à Rancherie Price sur un ton monotone. Je vais juste jouer et faire du mieux que je peux et essayer de surmonter tout genre de frustration et d'attitudes négatives, Yannick a dit Price. Ilya Kovalchuk a rapporté un brin de joie aux partisans du tricolore, 3 jours seulement après la signature d'un pacte à 2 volets. L'ancienne gloire des Thrashers d'Atlanta a porté l'uniforme bleu-blanc-rouge pour la première fois. À 36 ans, Kovalchuk n'a absolument rien d'un sauveur. Claude Julien et Marc Bergevin l'ont répété au cours des derniers jours. Le numéro 17 aura pour mission d'éteindre des feux durant les absences de Brendan Gallagher, Joël Armia, Jonathan Drouin et Paul Byron. À son premier match en compagnie de Dano et Thomas Tatar, le Russe a très bien fait. Kovalchuk s'est retrouvé au cœur de l'action pour les 2 buts des siens. Sur le premier but de Ben Chariot, il a réalisé un bon échec avant. Sur le deuxième but du défenseur,
Il a obtenu une passe. Il a aussi distribué 6 mises en échec. Ben Chariot a marqué ses 6e et 7e buts de la saison pour réaliser une marque personnelle. Il avait touché la cible 5 fois en 78 matchs l'an dernier avec les Jets de Winnipeg. Chariot a déjoué son ancien coéquipier Connor Hellebuyck à 2 reprises avec des tirs d'assez longue distance. C'est souvent ce qui fait la différence entre une victoire et un revers. Pour le Canadien, les erreurs se transforment souvent en buts contre Carey Price. En 3e période, Cale Fleury a perdu la rondelle à la ligne bleue en territoire offensif, ouvrant la porte à une échappée d'Andrew Copp. Le numéro 9 des Jets n'a pas manqué sa chance. En 2e période, un mauvais relais de Nick Suzuki en direction de Thomas Tatar a aussi provoqué un revirement. Même si les Jets étaient en infériorité numérique, Nicolas Heller a déjoué Price avec un relais de Blake Wheeler sur une descente à 2-0. Jesperi Kotkaniemi a marqué contre le Lightning et les Panthers. 2 buts à ses 2 premiers matchs après son retour d'une commotion cérébrale. Depuis le passage en Floride, le Finlandais n'a pas écrit son nom sur la feuille de pointage. Face aux Jets, il n'avait rien d'un centre menaçant avec un seul tir contre Hellebuyck. Avec les nombreux blessés, Kotkaniemi devrait en donner plus, même s'il n'a que 19 ans. Voilà ce qui conclut notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 450 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre marché Montmorency à Montmagny innove toujours, même après 70 ans. Découvrez nos mets préparés en collaboration avec la Maison Rousseau. Nos produits bio, sans agents de conservation, de la ferme de la Durantais. Nos fromages de l'île et du terroir de Bellechasse. Le marché Montmorency à Montmagny, boulevard Taché-S. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, à la météo, hier, on a connu quand même une belle journée. C'était un petit peu plus froid. Les vents étaient quand même présents. Mais si on compare à des mois de janvier précédents, 2018, 2019, même de janvier 2019, c'était froid. Alors, on peut se consoler parce que les températures sont quand même très douces comparées à certains de mois de janvier précédents. Concernant l'image radar, si on regarde cette image, bien, vous allez voir qu'il y a encore de la neige dans le sud-côtois. Alors, il y aura quand même une alternance de soleil et de nuages au cours de la journée de ce mardi. Vent devenant du sud-ouest à 20 km/h en rafale à 40 ce matin, avec un maximum de -8 pour Montmagny-Lillet, -6 pour la Pocatière, -8 pour Saint-Paul-de-Montmény et -6 pour Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, ennuagement au tard en soirée, avec des vents jusqu'à 15 km/h, minimum de -12. Pour demain mercredi, nuageux, neige débutant en mi-journée, accumulation faible de 2 cm, vent jusqu'à 15 km/h, maximum de -6 pour Montmagny-Lillet et de -5 pour Kamouraska. Pour la nuit de mercredi à jeudi, neige intermittente, minimum de -14. Et pour jeudi, on prévoit du soleil avec un maximum de -10 degrés pour Montmagny, et -11 pour Lillet et -12 pour Kamouraska.
Pour la nuit de jeudi à vendredi, passage nuageux avec 40 de probabilité d'averse de neige, minimum de -12. Pour vendredi, du temps nuageux avec 40 de probabilité d'averse de neige avec un maximum de 0 degré, donc du temps beaucoup plus doux là, comparativement. Et si vous regardez tout juste à côté la colonne à votre gauche, avec du soleil et -10, eh bien, ce sera 0 pour vendredi, donc le point de congélation qui est prévu pour cette journée annonçant le week-end. Pour le vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi, nuageux avec un minimum de +1. Et pour samedi, on parle de pluie avec un maximum de 5 degrés. Vous avez très bien entendu, samedi, pluie, maximum de 5. Pour la nuit de samedi à dimanche, pluie intermittente ou neige avec un minimum de -11. Et pour dimanche, neige intermittente avec un maximum beaucoup plus froid de -11. Donc, on parle de 0 pour vendredi, 5 pour samedi et -11 pour dimanche. Donc, cette variation de température qu'on connaît là, depuis quelques semaines. Pour la nuit de dimanche à lundi, passage nuageux avec 60 de probabilité d'averse de neige, minimum de -16. Et pour lundi, on débute la semaine avec une alternance de soleil et de nuages et un maximum quand même avec -10 degrés. Donc, ce sera beaucoup plus froid là, pour dimanche et lundi. La température la plus élevée a été enregistrée en 2008 avec 5,6 degrés et on va se consoler. La plus basse a été enregistrée en 2004 avec -22,9 degrés. Maintenant, pour les précipitations, hier, on a connu 1,1 cm de neige. Le maximum enregistré hier a été -7,8 degrés, le minimum au cours de la nuit dernière de -10,4 degrés. La pression barométrique est actuellement à 101,1 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 89 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 9 km/h. Il fait -10 degrés. On voit le soleil qui veut se faire une percée dans les nuages. Donc, on a des éclaircies et quelques flocons de neige. C'est actuellement -10 degrés. Et avec le vent, on peut ressentir tout près de -16 degrés. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes pour ce 7 janvier, pour la route 132, donc de la route Lallemand à Lévis jusqu'à Saint-Vallier, c'est partiellement enneigé. De Saint-Vallier vers Montmagny, c'est partiellement enneigé également. De Montmagny vers Lillet, c'est partiellement enneigé. Et il en est de même de Lillet vers la Pocatière, c'est partiellement enneigé. On parle toujours de la 132. La 279 de Backlund vers Saint-Lazare, c'est enneigé. Et de Saint-Lazare vers Beaumont, c'est partiellement couvert de neige durcie. La 281 de Saint-Philémon vers Saint-Raphaël, c'est partiellement couvert de neige durcie. Et de Saint-Raphaël vers Saint-Michel-de-Bellechasse, c'est partiellement couvert de neige durcie. Sur la route 283 de Saint-Just-de-Bretonnière vers Saint-Paul-de-Montmagny, la route est enneigée. Et il en est de même pour la distance qui relie Saint-Paul à Montmagny. C'est sur chaussée enneigée. Et enfin, la route 204 de Saint-Camille vers Sainte-Lucie-de-Beauregard, c'est enneigé. De Sainte-Lucie vers Sainte-Perpétue, c'est enneigé également. Et de Sainte-Perpétue vers Saint-Jean-Port-Joli, c'est partiellement enneigé. Et si vous voyez également, la 132, c'est enneigé. Et la route 20 de Lévis vers Montmagny, la Pocatière, c'est sur pavage. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier pour notre région particulièrement, il faudra être très prudent parce que les flocons des dernières heures font que certaines routes sont enneigées et peuvent être glissantes par endroits. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, c'est aujourd'hui, le mardi 7 janvier 2020. Il faut s'habituer, hein? C'est 2020. Alors, c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 7 janvier. Mais d'abord, les oubliés des derniers jours, le 4 janvier, c'était l'anniversaire à Kevin Blais. Eh bien, c'est votre mère Colette qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire, mais probablement qu'avec tous les préparatifs du temps des fêtes, vous savez avoir son anniversaire dans le temps des fêtes, c'est toujours un peu spécial. Je pourrais vous en parler. Pour le 6 janvier, maintenant, c'est l'anniversaire à Victoria Lemelin de Lévis. Elle a 17 ans, Victoria. Alors, bon anniversaire, c'est de mamie et papy. Aujourd'hui, le 7 janvier, c'est l'anniversaire à Yves Nicole de Montmagny. C'est de la part de vos parents. Bon anniversaire, Yves Nicole. Bon anniversaire aujourd'hui à Diane Gaudreau. C'est de la part de mamie Mariette. Alors, bon anniversaire, Diane Gaudreau, en ce 7 janvier. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Mario Quentin. C'est de la part de ses parents, Yvette et Marius Quentin. Bon anniversaire, mon ami Mario, qui est conseiller municipal à la municipalité de Berthier. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, Mario. Il y avait toutes sortes de projets à venir nous parler. On le voit beaucoup moins maintenant. Alors voilà, ce sont les anniversaires de ce 7 janvier. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Eh bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez. Vous savez, c'est toujours intéressant que les gens portent une petite attention pour nous et nous souhaitent bonne fête. En plus, c'est à la télévision. Alors, vous nous téléphonez en tout temps au 88-241-1313, poste 229. Et en plus, c'est que vous pourriez faire gagner 25 $ aux gens que vous aimez parce qu'il y a toujours un tirage à tous les vendredis d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, les anniversaires, c'est un segment de programmation qui vous appartient. Alors, vous pouvez vous en servir tant que vous voulez. C'est toujours un plaisir pour nous que de souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez. Maintenant, pour la suite de l'émission, dans quelques instants, on aura la chronique juridique avec Maître Nathalie Dubé, notaire. Il sera question notamment des conjoints en affaires. Très intéressant comme chronique. Également, on aura des offres d'emploi, la chronique des offres d'emploi. On aura la pouponnière avec la présentation de Jean Couture. On vous présente les bébés de l'année. Également, ce qu'on vous a présenté un peu hier, on vous représente à nouveau cette petite vidéo qu'on a tournée des bébés de l'année. Donc, c'est à ne pas manquer. Et José Soucy qui est avec nous pour nous commenter l'actualité, particulièrement l'actualité locale et régionale. Mais comme son expérience est très bonne en politique, il nous commente à l'occasion ce qui se passe en politique. Et on parlera sûrement de ce qui se passe en Iran. C'est assez inquiétant. Voilà, bonne émission. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau Mallette Services juridiques. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Aujourd'hui, on va parler des conjoints en affaires. Oui. Autant des conjoints qui sont dans la même entreprise, qui ont débuté leur entreprise ensemble et que ça se poursuit, que si un des deux conjoints est en entreprise. OK. Pourquoi on parle des conjoints en affaires? Avons-nous besoin de parler des conjoints en affaires? Oui. Donc, c'est sûr que je vais vous parler de protection de votre entreprise et de protection personnelle aussi avec ce sujet-là. Et les événements, c'est la rupture, le décès, l'inaptitude. Donc, on revient souvent sur ces sujets-là, mais on n'aura jamais assez d'informations là-dessus. Ça fait partie de la réalité. C'est ça. Donc, souvent, on se fait demander
employés, donc conjoint de fait, conjoint uni civilement, conjoint marié. Qu'est-ce qui se passe avec l'entreprise en cas de rupture, en cas de décès, en cas d'inaptitude? Donc, c'est ce qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Aussi, au décès, qui prend la relève de l'entreprise? C'est l'entreprise, on pense toujours des grandes entreprises avec plusieurs actionnaires, un conseil d'administration et tout ça, mais la plupart des PME québécoises, c'est des petites, moyennes entreprises. Donc, c'est 1 ou 2 personnes qui sont chefs d'entreprise, qui ont des employés. Donc, si cette personne-là décède ou devient inapte, qu'est-ce qui arrive? Donc, on peut voir, tu sais, si je suis propriétaire de mon entreprise, je suis seul propriétaire, oui, je peux avoir mon conjoint qui n'est pas dans l'entreprise, puis je peux avoir 10, 15 employés. Donc, je décède. Imaginez-vous l'incertitude versus les employés ou mes fournisseurs ou ceux qui m'ont donné des contrats que j'ai à réaliser. Donc, est-ce que l'entreprise va rouler toute seule si j'ai rien de prévu? Peut-être que oui, peut-être que non. Puis ça ne veut pas dire que le conjoint va pouvoir prendre la relève aussi. Peut-être que ça ne l'intéresse pas du tout là, ou qu'il n'a jamais été impliqué dans l'entreprise. Donc, aujourd'hui, oui, je parle aux entrepreneurs et aux conjoints d'entrepreneurs. Donc, à savoir de regarder leurs documents. Et de voir s'ils sont bien protégés, si la pérennité de leur entreprise est assurée en cas de décès, inaptitude ou même rupture. C'est tellement important. Oui. La rupture, souvent, lorsque, comme notaire, j'ai à régler le tout, j'ai aussi, on parle de prévention, je peux avoir à régler quelqu'un qui devient actionnaire dans une entreprise. Une des questions que je pose souvent, puis que les gens sont surpris, autant les actionnaires qui sont déjà là que le nouveau qui s'intègre dans l'entreprise, je lui demande toujours s'il est marié et s'il a un contrat de mariage. Donc, bien là, pourquoi on parle pas de la famille ici? Là, je m'intègre dans l'entreprise. Bien, parce que moi, je pense à la rupture. Donc, si vous êtes marié et que marié ou conjoint de fait, là, on regarde les deux situations, mais il y a un impact plus lorsqu'on est marié. Donc, si vous êtes marié et que vous n'êtes pas en séparation de biens, les actions que vous possédez, que vous achetez pour intégrer l'entreprise, deviennent partageables. Donc, je peux me retrouver dans le cadre d'un divorce à être associé avec la femme de celui avec qui je voulais être associé. S'il perd ses actions dans le cadre du divorce, puis que c'est madame qui les a, moi, c'est pas avec madame que je voulais être associé, c'est avec monsieur. Donc, c'est pour ça qu'au départ, à l'intégration de l'actionnaire, on regarde, êtes-vous marié? Oui. OK. Avez-vous un contrat de mariage? Si oui, sous quel régime? Et là, je démontre les impacts. Donc, si la personne est mariée en société d'acquis, donc les actions sont partageables, souvent, on a tous les autres actionnaires qui disent, bien là, tu vas parler à ton épouse ou à ton époux, parce qu'on s'entend que ça peut être des deux côtés, pour changer ce régime-là, parce qu'on ne veut pas d'ennui si jamais tu te sépares. Donc, on veut être associé avec la personne qu'on a choisie et non ton ex-conjoint. Et on comprend aussi, là. Aussi. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ça prend quelle sorte de contrat de mariage que ça prend? Un contrat de mariage en séparation de biens. Séparation de biens. Donc, vous voyez aussi que ça peut être délicat parce que les personnes, ça peut faire 20 ans qu'ils sont mariés. Puis l'autre arrive du jour au lendemain, la personne a une opportunité d'affaires, puis elle dit « by the way », désolé l'anglicisme, « faudrait que je te ferais signer un contrat de mariage parce que je veux pas que mes actions soient partageables en cas de rupture ». Fait que je peux amener une bonne discussion aussi dans le couple. Donc, c'est parce que ça change beaucoup de choses? Oui. Si on change de contrat de mariage? Ça me fait bifurquer sur le sujet du mariage aussi. Tu sais, le mariage, c'est pas juste la journée avec la robe blanche puis la grosse célébration après. Ça a des impacts juridiques. Puis si on est en affaires, il faut consulter avant. Pour, justement, avant de se marier, savoir les impacts sur notre entreprise, sur nos biens, sur notre résidence et tout ça. C'est arrivé, j'ai eu des couples qui sont venus après, puis qu'un des conjoints est parti fâché, là, parce que je venais de lui dire que la maison était partageable, puis son entreprise aussi. Puis, c'est sûr que ça aussi, il faut regarder la situation, puis les biens, puis les dettes qui sont sur les biens et tout ça, là. Mais ça aussi, le mariage, toujours en prévention. Informez-vous. Moi, c'est la seule chose. La chronique, ça peut servir juste à ça, si vous voulez faire une démarche de mariage, d'entreprise, de succession, informez-vous avant d'agir.
Donc, quel contrat de mariage préférez-vous recommander? Est-ce qu'il y en a un en particulier que vous recommandez ou... Parce qu'à un moment donné, la société d'accueil était très populaire. Bien, société d'accueil, c'est le régime de base. Aussitôt qu'on se marie, on est en société d'accueil. Okay. Il y a l'ancienne communauté de biens. Ça se définit comment, la société d'accueil? Société d'accueil, donc, c'est que tous les biens qui sont hors patrimoine familial, là, je le dis vraiment général, là, c'est sûr qu'il y a des particularités. Tous les biens hors patrimoine familial, puis on se souvient, le patrimoine familial, c'est les maisons utilisées pour la famille, les meubles qui garnissent ces maisons-là, les automobiles utilisées pour la famille et REER, fonds de pension, accumulés dans le cadre du mariage. Donc ça, c'est un régime qui s'applique à tous les couples mariés du Québec. Et c'est déjà réglé dans le Code civil comment ça se gère ces biens-là sous forme de créance. Ce que vous voulez dire, c'est que si on se marie et qu'on n'a pas de contrat de mariage, automatiquement, ça devient société d'accueil? Oui, mais là, ce que je parlais, c'est le patrimoine familial. Puis après ça, tout le reste, donc nos placements non enregistrés, nos terres à bois, les entreprises, le bloc appartement, là, devient en société d'accueil lorsqu'on ne fait pas de contrat de mariage. Okay. Le contrat de mariage, on peut le faire en séparation de biens. Et là, on vient justement choisir que tous les biens qui n'entrent pas dans le patrimoine familial demeurent à la personne qui les a acquis. Donc, il faut vraiment agir en prévention puis faire vérifier nos avoirs, nos affaires avant de se marier. Il n'y en a pas 20 sortes, là. C'est les deux que vous venez de mentionner. C'est ça. Il y a l'ancienne communauté de biens qui existait sous l'ancien... Il est encore sur ce code-là, mais qui était populaire dans le temps. Dans le temps, où est-ce que les deux époux devenaient copropriétaires de tout, là, à peu près, si je le résume en une phrase, là. Mais ça, on le voit de moins en moins. Ça, on le voit plutôt lorsque j'ai des personnes âgées qui décèdent, puis là, dans le cas de la succession, il faut prendre en compte leur régime. Il faut prendre en compte toujours le régime matrimonial des gens qui décèdent, mais la communauté a des particularités à regarder. Donc, on a bifurqué sur le mariage, mais c'est ça, les conjoints d'affaires. Puis on voit aussi des conjoints d'affaires, les deux dans la même entreprise. Aussi, lorsqu'on n'est plus un couple, est-ce que l'entreprise survit à ça? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on règle ça? Si ça se passe pas tellement bien, la séparation. C'est ça. Peut-être qu'on peut ne plus être un couple, mais toujours être en affaires ensemble. Ça, on en voit des cas comme ça, mais il y a d'autres cas que ça se peut pas. Donc, il faut aussi faire des choses pour ça. Fait que c'est sûr que ça revient toujours au conseil de base, les documents de base. C'est le contrat de mariage, contrat d'union civile, donc parce qu'on peut s'unir civilement ou se marier, contrat de vie commune lorsqu'on est des conjoints de fait. Donc, qu'est-ce qu'il y en est? On peut régler l'entreprise aussi là-dedans. Une convention entre actionnaires. Donc, convention entre actionnaires, je dis toujours, c'est le contrat de mariage, le mandat des aptitudes, le divorce des actionnaires d'une société. Mandat de protection, une aptitude aussi. Lorsqu'on est les deux en affaires ensemble, qu'il y en a un des deux qui devient inapte, comment on gère ça? Ou si c'est notre conjoint qui est en affaires qui devient inapte, qui protège ses droits dans l'entreprise, est-ce que c'est le conjoint automatiquement? Peut-être pas nécessairement. Donc, il faut faire la documentation reliée à ça. Et le testament, bien sûr, parce que les actions que l'on possède dans une entreprise, ça se transmet. C'est notre avoir. Les gens vont recevoir, les héritiers vont recevoir les actions. Et les actions, c'est le contenu, une partie du contenu de la société. Donc, il faut regarder tout ça dans la planification successorale. Mais conjoint et affaires, ça se marie très bien, mais il faut vraiment prendre le temps de regarder nos documents, faire regarder notre situation et se faire conseiller sur les gestes à poser pour se protéger immédiatement, se protéger dans le futur, se protéger en cas de décès, se protéger en cas de rupture, se protéger en cas d'inaptitude. Donc, ça, est-ce que ça se fait au moment de l'enregistrement ou l'incorporation de l'entreprise? À quel moment on doit faire ça? Okay. On en parle. C'est sûr que si on incorpore des gens qui se partent en affaires, vous avez beaucoup de choses à penser, mais on en parle aussi. On va parler beaucoup de conventions d'actionnaires, vos documents personnels aussi. Mais souvent, tu sais, c'est comme quand on achète une maison, on préfère aller acheter la peinture pour peinturer les chambres des enfants que faire notre testament. Là. On est conscient de ça, mais on va vous en parler. Parce que c'est quelque chose qui se réfléchit aussi. Une convention d'actionnaire, on pense toujours que c'est une grosse affaire, gros document. Oui, ça peut avoir 100 pages, mais ça peut avoir 4 pages aussi, dépendamment où est-ce que vous êtes rendu dans votre réflexion. Tu sais, on peut... si on s'est entendu sur la clause du décès, on peut faire une clause d'essai seulement. Donc, c'est sûr que je vais toujours recommander d'avoir couvert tous les éléments, mais il y a parfois des éléments où est-ce que ça prend plus de temps de réflexion, puis ça prend un vécu ensemble en entreprise aussi.
ça n'empêche pas qu'on peut modifier la convention, on peut vous faire rasseoir puis réfléchir, mais l'être humain étant ce qu'il est, c'est pas quelque chose qu'on va... Bon, ça fait 2 ans, on s'assoit puis on parle de convention d'actionnaire. Je pense pas que vous allez y penser. Donc, puis nous, comme juristes, lorsque l'entreprise fait partie de notre forfait corporatif, bien, c'est certain qu'on a des rappels, puis on a des choses quand on vous rencontre annuellement qu'on vous fait penser. Mais si vous n'avez pas, j'allais dire, un ange gardien, un ange notaire qui vous suit dans votre entreprise, bien, peut-être que vous ne penserez pas. Donc, c'est sûr qu'on en parle au début, mais souvent, les gens ne sont pas prêts. Tu sais, un démarrage d'entreprise, oui, on a un projet, on se connaît, mais on n'a jamais été en affaires ensemble. Puis la vision, tu sais, des fois, il y en a un qui a une famille, l'autre n'en a pas. Donc, ma femme va-tu pouvoir être actionnaire si je ne suis plus là? L'autre dit, attends un peu là, peut-être que oui, peut-être que non. Tu sais, la famille est impliquée dans l'entreprise. Fait que des fois, on laisse un petit peu de vécu avant de le faire, mais c'est certain qu'on remémore, on renouvelle la mémoire pour que les gens en affaires pensent à régler d'avance ces choses-là. Puis je dis toujours qu'une convention d'actionnaire, c'est un filet. Donc, c'est comme le filet en dessous, il arrive quelque chose, si on n'est pas capable de s'entendre, bien, on rebondit sur notre filet. Donc, c'est la convention qui va s'appliquer. Mais rien n'empêche que, lorsqu'une situation survient, que l'entente entre les parties prime également sur la convention. Donc, est-ce que c'est la première chose que vous conseillez? Lorsqu'on est en affaires de la convention... Justement pour protéger les conjoints, les gens qui sont en affaires ensemble ou encore 2 frères avec la conjointe de l'un. Ouais. C'est sûr que dans le cadre de la compagnie, la société, oui, la convention d'actionnaire, c'est le premier document qu'on va faire. Mais après ça, individuellement, c'est sûr que chacun doit faire ses devoirs au niveau de son testament et de son mandat de protection ou une procuration. Donc, il y a des devoirs pour les actionnaires en tant qu'hommes d'affaires ou femmes d'affaires, mais ils ont des devoirs personnels aussi pour leurs documents testamentaires, leurs documents de protection d'inaptitude. Okay. Donc, c'est un tout. Souvent, quand on parle de la convention, ça bifurque sur les documents personnels ou quand on reçoit en entrevue des gens en affaires, bien, on bifurque sur les documents de société pour les protéger s'il arrive quelque chose. Donc avant d'acheter une entreprise ou de partir en affaires, c'est d'aller s'asseoir avec vous puis c'est de voir, bon, l'investissement ou comment on est organisé au niveau personnel. C'est ça. Et de voir comment on va procéder pour l'incorporation de l'entreprise. C'est ça. Tu sais, souvent, les gens le réflexent, on va voir notre comptable, on va voir notre banquier, mais pensez à votre juriste aussi. Parce que ces 3 professionnels-là vont vous entourer dans votre démarrage d'entreprise, dans vos activités. Puis, on fait une équipe. Donc, moi, pour un bout de mon travail, j'ai besoin du banquier, j'ai besoin du comptable et vice-versa. Donc, le choix de la structure de l'entreprise, des fois, au financier, c'est plus avantageux d'aller vers une compagnie. Là, les gens me parlent, puis là, je dis, bon, ben, c'est quoi votre entreprise et tout ça? Ah, on va demander des subventions, on va demander telle affaire. Oh, là, je dis, on va regarder les pour et contre versus une compagnie, versus une OBNL, tu sais, ou des choses comme ça. Puis après ça, bien, le banquier va demander, bon, OK, j'ai besoin de ça, ça, ça. Avez-vous parlé de ça, comptable et juriste? Pour ça, ce trio-là, en affaires, là, il est super important. Donc, vont vous aider à marquer des buts. Et c'est là qu'on comprend l'importance de pouvoir demander des conseils pour savoir vraiment quelle direction prendre. Parce qu'on le voit, là, il y a plusieurs directions à prendre. Et laquelle est la meilleure pour nous, personnellement? Oui. C'est pas le voisin d'à côté. C'est ça. C'est plus que déposer des formulaires au gouvernement pour créer notre entreprise. C'est vraiment le conseil qui est autour, puis maximiser le choix. Tu sais, ça coûte des sous. Se partir en affaires, si vous ne les mettez pas dans le bon récipient en partant, on est obligé de défaire puis recommencer. Voilà. Bien, ce que je vous conseille toujours, c'est de vérifier avant et de rencontrer Maître Nathalie Dubé pour avoir tous ces bons conseils et pour s'assurer que la tranquillité d'esprit. Oui. C'est tellement important pour nous, mais aussi pour les autres qui auront vu un décès ou, comme tout le monde, tout le monde va y passer. Alors, c'est toujours mieux de prévenir. Donc, Maître Nathalie Dubé, que vous pouvez rejoindre au bureau de Mallette Services juridiques, 14 chemin des Poiriers-Montmagny, 248 57 77. Merci beaucoup. Merci. Alors, on se retrouve dans 2 semaines. J'aime beaucoup lire. J'aime lire. Chez moi, j'ai pas beaucoup de livres.
C'est amusant de lire des livres. Ça nous donne de l'imagination. Je voudrais avoir un livre sur les chats et les lapins. Un livre qui parle des extraterrestres. Des contes de fées. Un livre sur les dinosaures. Merci pour le livre! Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 7 janvier. D'abord, vous mentionnez que ProLam, cette belle entreprise de Cap-Saint-Ignace, qui se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque, est actuellement à la recherche d'électromécaniciens, électromécaniciennes également, journaliers, journalières. Vous allez dire, ou peut-être mentionner, « Ouais, mais il me semble qu'on en parle souvent de ProLam. » Oui, mais c'est que cette entreprise-là, qui est en croissance, recherche activement du personnel, particulièrement comme électromécanicien et également comme journalier. Donc, c'est pour ça qu'on répète souvent cette offre d'emploi, parce que, justement, ProLam veut trouver du personnel dans la région pour combler ses besoins pour son équipe dynamique, donc des employés de jour, de soir, de fin de semaine. Donc, si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à vous faire parvenir votre curriculum vitae à rh@prolamflora.com. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez même aller porter votre curriculum vitae directement chez ProLam de Cap-Saint-Ignace. Donc, c'est très intéressant comme entreprise. C'est une belle entreprise de la région. Également, c'est l'école Cazot, l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. On recherche actuellement une aide générale pour la cafétéria de l'école. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez contacter Marie-France Gagnon au 248-2370, le poste 4746. Le salaire, 12,50 $ l'heure pour 20 à 25 heures par semaine. Quelqu'un qui se cherche peut-être un emploi là, pour passer quelques jours de la semaine, un emploi à temps partiel, ça peut être très intéressant. Donc, vous pouvez avoir plus d'informations sur cette offre d'emploi en communiquant avec Marie-France Gagnon au 248-2370, poste 4746. Donc, un emploi à la cafétéria de l'école, une aide générale, l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny. Cette chronique des offres d'emploi vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Justement, si vous vous rendez sur lecar.ca, vous allez voir ces offres d'emploi qui sont offertes pour notre région, particulièrement là, pour la fonderie Poitras, qui est à la recherche de magasiniers, magasinières, ouvriers, ouvrières de fonderie, électromécaniciens, électromécaniciennes. Également pour par action, technicien en comptable également, ou technicienne comptable,
chef adjoint à la comptabilité et technicien à la paie. Vous vous demandez par action, eh bien, c'est notre service ambulancier. Donc, si ça vous intéresse, là, vous pouvez communiquer avec le Centre d'aide en recherche d'emploi qui vous donneront plus d'informations. Également, le service de placement qui est à la recherche de commis aux viandes. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, vous communiquez encore une fois avec le CAR. On recherche un caissier, un directeur général, un journalier, un commis d'épicerie, conducteur, conductrice de classe 3, mécanicien, mécanicien de véhicules lourds et également journalier pour la région de Montmagny. Donc, toutes ces offres d'emploi sont disponibles au Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Je vous invite d'ailleurs à communiquer avec ces gens et pour avoir l'information, puis même, pas nécessairement pour avoir ces offres d'emploi, mais encore avoir du soutien ou de l'aide pour refaire votre curriculum vitae. Ces gens-là peuvent vous aider à différents niveaux. Donc, si vous avez besoin d'aide ou encore que vous cherchez un nouvel emploi ou vous avez le goût de changer d'air, eh bien, communiquez avec le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Il y a 4 places, 4 endroits pour mieux vous servir. Donc, le Centre d'aide en recherche d'emploi qui vous présente ces offres d'emploi, cette chronique à tous les mardis et jeudi à la même heure. Donc, 4 points de service, Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59 pour rejoindre les spécialistes de l'emploi, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, qui vous présente cette chronique tous les mardis et jeudis à la même heure. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, un petit coup d'œil sur l'actualité avant que notre ami José se joigne à nous. D'abord, vous mentionnez, vous parlez de Julien Hébert de Cap-Saint-Ignace. On en a parlé dans le bulletin Nouvelles. Moi, je veux vous signifier ma fierté. Je pense que c'est le bon mot. On a des gens à Montmagny qui nous représentent à différents niveaux, mais depuis quelque temps, on parle beaucoup de sport dans la région. Vous savez, et vous vous souvenez, ce que nous a fait vivre Samuel Blais dans les séries finales de la Coupe Stanley pour les Blues de Saint-Louis. 5000 personnes se sont déplacées à Montmagny et la Ville avait déployé là, vraiment tous les efforts pour bien accueillir Samuel Blais et la Coupe Stanley, et également 5000 personnes là, qui venaient d'un peu partout au Québec pour d'abord venir voir Samuel, mais aussi la Coupe Stanley. C'est quand même, c'est pas rien, là. C'est un gars de Montmagny qui a gagné la Coupe Stanley. Pas lui tout seul, là, mais quand même, quand l'équipe gagne la Coupe Stanley, chaque joueur peut apporter la Coupe Stanley dans sa ville et montrer ça à ses concitoyens, concitoyennes, parce que, justement, ces concitoyens, concitoyennes ont participé au succès de ce jeune à différents niveaux. Donc, Julien Hébert, qui vient d'être échangé pour le Drakkar de Bécomo, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et lorsqu'on se rend dans la Ligue junior majeure du Québec, on a quand même une bonne étape de franchie. C'est sûr que là, il a été échangé, mais il peut encore jouer pour la Ligue junior 3A de Lévis. Mais quand même, c'est digne de mention parce qu'à partir du moment où tu as le pied dans la porte là, dans la Ligue junior de hockey junior majeur du Québec, tu as déjà un bon bout de fait.
Alex Barré-Boulet le fait, Samuel Blais, Alain Côté, qui ont joué dans la Ligue nationale. Est-ce que Julien va se rendre jusque-là? Bien, moi, je veux saluer ce matin ses parents, particulièrement sa mère, Julie, que je connais très bien. Parce que, vous savez, mon garçon a joué 10 ans dans le hockey mineur. Puis, j'ai jamais pensé qu'un jour, mon fiston pourrait jouer dans la Ligue nationale. Mais n'empêche que c'était un de ses vœux pieux de se rendre assez loin et de pouvoir un jour, c'est un rêve, je pense, de tout enfant qui aime le sport, de se rendre jusqu'à dans la Ligue nationale. Mais à partir du moment où ton garçon connaît les performances, comme Julien les connaît, on a parlé de points, là, de 13 points en 6 matchs, c'est quand même digne de mention. Il a vraiment du talent, ce jeune homme, et je pense qu'à partir du moment où tu accèdes à la Ligue de hockey junior majeur du Québec, tu en as un bon bout de fait. C'est sûr que, vous savez, vous allez comprendre qu'il y a à peu près, 750-800 joueurs dans la Ligue nationale. Alors, faut être très bon pour pouvoir se rendre jusque-là. Mais tout est permis. Et regardez ce qui arrive avec Samuel. Eh bien, Samuel Blais l'a bien fait. Alors, d'autres peuvent le faire. Alors, est-ce que Julien Hébert pourra atteindre la Ligue junior majeure la Ligue nationale? Bien, du moins que le fait d'atteindre la Ligue de hockey junior majeure du Québec, c'est déjà un bon pas de franchi. Et bravo à ce talentueux joueur de hockey de notre région, qui vient de Cap-Saint-Ignace. Bravo aux parents aussi qui s'impliquent et qui donnent tout ce qu'ils peuvent parce que les voyagements, ça demande tellement. Et avant d'arriver à la Ligue de hockey junior majeur du Québec, eh bien, il faut franchir toutes les étapes là, de Pee-wee, midget et bantam. Et là, c'est là que ça devient exigeant. Et vous savez qu'il n'y a personne qui paye les dépenses. Et c'est quand même très dispendieux que de suivre un jeune au hockey, des tournois, le voyagement. Alors, c'est très dispendieux. Donc, bravo, Julien Hébert, bravo aux parents, parce que c'est beau. Oui, le garçon donne toutes les performances, mais il y a des parents derrière qui encouragent et qui font ce qu'il faut pour aider leurs jeunes à performer. Et peut-être un jour, eh bien, verrons-nous Julien Hébert dans la Ligue nationale. On va lui souhaiter parce qu'à le voir performer, j'ai l'impression que c'est son vœu pieux que de pouvoir un jour pouvoir jouer dans la Ligue nationale comme Samuel Blais le fait actuellement et comme Alain Côté le fait également. Alain qui a joué pour les Nordiques, qui a joué pour les Canadiens et pour les Bruins de Boston. Alors, ce sont des gens de chez nous qui nous représentent. Et vous savez, quand Samuel Blais jouait sur la glace pendant les séries de la Coupe Stanley de l'an dernier, eh bien, on disait le petit gars de Montmagny, Samuel Blais de Montmagny. Alors, ça nous représente. Donc, c'est une fierté pour notre ville. Et je pense qu'on y a bien rendu l'appareil lorsqu'il est venu ici au mois d'août, il me semble, juillet, août. Je ne me souviens pas, mois d'août, hein? En tout cas, peu importe lorsqu'il est venu. Malheureusement, la température, là, il y a eu des orages à peu près vers 13 heures, ce qui a un peu brisé la fête, mais quand même, on a eu le temps de le voir, on a eu le temps de se saluer. Moi, j'étais derrière, très, 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 très loin derrière, mais j'étais là parce que c'est digne de mention. On va parler également dans les grands titres de ce matin. Ça m'a un peu surpris. Fanny face à ses démons. On parle de la fugueuse. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter ça hier. Je trouve qu'on fait beaucoup de bruit autour de cette série-là. Je ne sais pas c'est quoi l'objectif de TVA, d'en parler autant, parce qu'il y a d'autres bonnes séries sur les ondes de TVA, sur les ondes de Radio-Canada. Et là, je voyais en page titre du Journal de Québec ce matin, tout juste ici, on parle de Fanny face à ses démons. Alors, jusque dans le Journal de Québec de ce matin qu'on parle de cette série. Je l'ai écouté. Je trouve ça dur. Il semble que ce soit une réalité. Et c'est peut-être pour ça qu'on trouve ça plus dur d'écouter cette série-là. Parce qu'on
on sait que ça se passe. Est-ce que c'est aussi pire que ça? Il semblerait que oui. Mais c'est extrêmement difficile d'écouter une telle série quand on sait que des jeunes filles vivent ce cauchemar, vivent cette situation. Souvent, ils ne l'ont pas cherché, mais d'autres l'ont peut-être voulu aussi. Mais quand même, je ne suis pas là pour juger, c'est pas du tout mon objectif. Mais quand on... Vous avez sûrement regardé, il y avait des séries de films dans le temps des fêtes parce que, bon, tous les téléromans, et Dieu sait s'il y en a, disparaissent pour la période du temps des fêtes. Et il y avait une série de films, là, Histoire vécue, Histoire vraie. Et là, tu ne regardes pas ce film-là avec la même idée, le même objectif, parce que tu dis, ça n'a pas de bon sens. Ça a existé, ça s'est fait. C'est parti d'une histoire vécue. On a monté un film avec une histoire vécue. Et tu écoutes ça et tu te dis, mais voyons donc, ça se peut quasiment pas que ça se soit passé. Et pourtant, ça s'est passé. Il me semble qu'on ne regarde pas les films avec des histoires vraies, des histoires vécues, comme on regarderait des histoires à histoire, des films à histoire, là. Fanny, je ne regardais pas cette émission-là hier avec la même façon qu'on va écouter n'importe quel téléroman parce que c'est basé sur une histoire de jeunes filles qui vivent le désespoir. Je pense que c'est le bon mot. Puis on sait que les proxénètes, ça existe. Ils sont là, ils existent. Les corps policiers travaillent fort à mettre la main sur ces gens-là, mais il y en a encore beaucoup. Et je dirais même qu'il y en a encore beaucoup trop. Donc, une excellente série. TVA mise beaucoup sur cette série. On sait que ça a été une série à succès il y a quelques années de cela. Eh bien, on revient avec une deuxième édition. Et là, bien, ça va être un peu différent, le rôle de Fanny. Je vous laisse la regarder. Peut-être que vous trouvez ça trop dur. C'est moi, des bouts, je dirais que moi aussi, je trouve ça dur. Et encore une fois, comme je vous le mentionne, quand on sait que ces gens-là ou ces situations-là existent, c'est d'autant plus dur. Toujours dans l'actualité, je ne vous cache pas d'abord que chez nous, ici à CMA-TV, les entrevues sont fort rares cette semaine parce que beaucoup d'organismes encore sont en congé. Alors, on va reprendre le collier la semaine prochaine, là, les activités. La première semaine de janvier, là, je vous dirais que c'est extrêmement tranquille aux nouvelles parce que notre ami José est graphique pour pouvoir fournir un bulletin de nouvelles à tous les matins parce que, bon, l'actualité, il y a encore beaucoup d'organismes, il y a encore beaucoup de choses qui sont en suspens pour la période des fêtes. Ça va vraiment reprendre à compter de la semaine prochaine. Mais comme on doit vous présenter une émission de 90 minutes, il faut combler avec l'actualité nationale. Mais même du côté de l'actualité nationale, il n'y a pas grand-chose. Je vous dirais que c'est relativement tranquille. D'abord, les parlementaires qui sont en vacances, ils sont en congé, je pense, jusqu'à la 2e ou 3e semaine de janvier. Donc, à partir du moment où le politique est en congé, je vous dirais que c'est beaucoup plus tranquille du côté de l'actualité. Mais quand même, il y a des événements qui se passent, particulièrement avec l'Iran. Et ce matin, je ne vais pas vous parler de ça pendant 10 minutes, là, parce que, bon, peut-être que ça vous fait peur un peu ce qui se passe. Mais ce matin, dans le Journal de Québec, on disait les Iraniens qui appellent à la mort de l'Amérique. Est-ce qu'on a besoin d'aller jusque-là? D'abord, il y avait du monde, ça n'a pas de bon sens. Je comprends. Et même hier, on parlait on se demandait si ce geste-là était nécessaire de la part du président des États-Unis. Et on ne sait pas tout. Donc, on n'est pas au courant. On nous dit qu'il y a des choses qui se préparaient là, avec ce général et ses soldats. Mais on n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans les bureaux des présidents des différents pays. Mais est-ce que la mort de ce général peut amener autant de monde, autant on a perdu du monde, puis
Je sais pas. Moi, je me demande jusqu'où ça va aller. Est-ce qu'on n'encourage pas ces gens aussi à être autant haineux envers l'Amérique? C'est normal ce qui s'est passé. On ne peut pas être en accord avec ça. En tout cas, moi, je trouve que ce que c'était nécessaire, parce on n'est pas, comme je vous dis, dans les bureaux et dans les secrets du président des États-Unis. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? Et si oui, est-ce que et jusqu'où ça va aller, cette situation-là? Je trouve que l'année 2020 démarre sur des bâtons de dynamite. Alors, j'espère qu'un jour, tout ça va se régler, mais ce sont les deux présidents de ces pays-là qui ne cessent de s'envoyer différents mots, qui attisent le feu de cette situation-là. On va prendre une pause et après quoi, José va se joindre à nous pour poursuivre les commentaires. On va jaser de toutes sortes de choses sur l'actualité. Comme je vous dis, c'est relativement tranquille. Mais on va trouver des sujets pour vous agrémenter ce mardi. À tout de suite. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le réseau de télévision C'est ma TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à C'est ma TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors voilà, ben oui, alors on vous présente la chronique La Pouponnière de ce mardi 7 janvier. Eh bien, on a à vous présenter aujourd'hui Victor Fortin. Les parents Yancy Chouinard, j'espère que je l'ai bien prononcé, Yancy Chouinard et Alexandre Fortin, ils sont de Saint-Pamphile. Donc, Victor est né le 30 décembre 2019. Et vous voyez la photo. Donc, Victor Fortin, les parents Yancy Chouinard et Alexandre Fortin, ils sont de Saint-Pamphile. Victor qui est arrivé le 30 décembre dernier. Maintenant, vous présentez Arthur Leblond. Les parents Charlène Saint-Pierre et Marc-Antoine Leblond. Marc-Antoine Leblond qui travaille chez Pneus André Ouellette. Donc, on salue les parents. Alors, Arthur est arrivé le 31 décembre 2019. Alors, ils sont de Montmagny. Donc, Arthur Leblond et Charlène Saint-Pierre, Marc-Antoine Leblond, les parents, le 31 décembre. Donc, félicitations et bravo aux heureux parents. Alors, on est bien fiers de vous présenter cette chronique tous les mardis et jeudis à la même heure. Une chronique qui vous est présentée par votre Jean Coutu de Montmagny. Mais aussi, je tiens à remercier les employés de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui participent activement à la présentation et à la collaboration pour cette chronique La Pouponnière. Maintenant, je vous ai parlé hier, on était en compagnie de Jean Thibault, de Jean Coutu, pour ce concours qu'on a organisé pour tous les parents et les petits bébés qui sont nés au cours de la dernière année. Bien, voici donc les 15 participants à notre concours et les petits bébés et les parents. C'est très beau ce qu'on a fait et voici cette vidéo.
Notre école, c'est la tradition. Notre école, c'est une famille. Notre école, c'est un milieu de vie. Notre école, c'est une maison. Notre école, c'est notre avenir. Notre école, c'est le Collège de Sainte-Anne de l'Apocatière. On a hâte de la présenter à nos portes ouvertes le samedi 18 janvier. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Parce que ça arrive, hein? Bon, alors, on a du plaisir, sérieux, un mon peu, ami. hein? Un peu Oui, sérieux. quand même. Oui, bon. OK, on est correct? Oui. OK. Alors, ben c'est ça. Je mentionnais que c'était tranquille dans l'actualité. Et même, je pense à nos collègues là, du Journal de Québec, Journal Le Soleil, TVA, Ça paraît Radio-Canada, aussi dans tous les médias nommés, nationaux. Il n'y a rien, c'est tranquille. Écoute. Tu sais, il y a toujours des événements. Bon, là, il y a l'Iran, là, c'est pas drôle. Là. Une chance qu'il y avait ça à Radio-Canada hier. Ça a duré les 15 premières minutes du bulletin, étaient consacrées à l'Iran. Ah oui. Là, je veux dire, oui, c'est vrai que c'est gros en même temps. C'est vrai parce que c'est du... c'est pas du jamais vu, mais quand même, on a autorisé un assassinat. Un pays démocratique a autorisé un assassinat. Je veux dire, on prend des grosses décisions. C'est un assassinat politique. En même temps, on peut se poser des questions. Comment se fait-il que ce soit toléré sur la scène internationale? Parce qu'on n'a pas de preuves. Là. Imagine-toi, là, je pensais justement à ça hier, là, OK? Dans le civil, on est aux États-Unis, exemple, parce qu'on va parler des Américains. José Soucy demeure aux États-Unis et je vais tuer quelqu'un parce que j'ai entendu dire que lui, selon des preuves convaincantes, il voulait me tuer. Je peux pas faire ça. Il y a un système, il faut que j'aille me plaindre à la police, je peux pas me faire justice moi-même, mais à l'international, on dirait qu'il n'y a aucun problème. Bien là, je suis pas sûr, parce que hier, justement, Non, je ne mais me souviens c'est pas ça, sur on quel dirait. réseau de télévision, et on se demandait, est-ce que c'était justifié, ou je n'ai pas le bon terme, là, à savoir, est-ce qu'on devait aller jusque-là, est-ce que on commence, ou on commencerait, je vais le dire au conditionnel, à mettre en doute un peu la décision du président des États-Unis. Mais Ce ne serait pas la première fois qu'on mettrait en doute ces décisions, là, remarque. Mais d'autres l'ont fait avant, là. Oui, mais on le savait pas. Je veux dire, souvent, c'était les services secrets qui s'occupaient de ça. Là, c'est rendu qu'on assassine quelqu'un sur la place publique d'un pays étranger. Je sais pas, et on est rendu où? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que les États-Unis sont tellement rendus gros et puissants qu'ils peuvent se permettre ce qu'ils veulent? Bien entendu, ils n'iront pas assassiner un leader chinois ou un leader russe, là. Tu comprends? Mais non, il me semble que des questions d'éthique et de morale, je te dis pas que l'autre, c'est un enfant de cœur, puis je te dis pas qu'il avait raison, qu'il avait tort, mais il me semble qu'on a un système de droit international qui fait en sorte qu'on est supposé régler des conflits de la sorte d'une façon plus diplomatique. Pacifique, oui, plus pacifique. Histoire à suivre, mais j'ai hâte de voir le dénouement de ça parce que avoir la marée humaine qu'il y avait là hier, est-ce que aussi c'est un peu exagéré de la part des Iraniens? Si la même chose nous arrivait, est-ce qu'on vivrait le même phénomène? Bien, c'est parce que c'est... Tu t'attaques directement... les gens se mobiliseraient autant pour... tu t'attaques directement à la souveraineté d'un pays. Je veux dire, les États-Unis, c'est pas les maîtres du monde. Imagine, écoute, on a vécu des choses, exemple, quand on parle que le Canada se mêle des affaires du Québec, notamment la loi 21. On est loin de ce qui se passe en Iran, mais le fait que le gouvernement canadien veuille intervenir devant les tribunaux en ce qui concerne la loi 21 et les autres gouvernements provinciaux, notamment le Manitoba, qui soient contre la loi 21, qui veulent, eux autres aussi, être représentés ou intervenir dans ce
je te dirais pas ce problème, mais cette loi de juridiction provinciale du Québec, il y a des gens que ça fait pas leur affaire aussi. Bon, il y a du monde qui manifeste. Et si tu suis un peu les réseaux sociaux, tu vas te rendre compte que c'est un débat qui est très émotif, malgré que pendant les fêtes, on en a moins parlé, mais ça va revenir éventuellement. Ouais, mais ça a probablement fait le sujet de discussion de certains partis sûrement. De famille. Là. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que juste la loi 21, c'est un débat qui est émotif. Imagine-toi, lorsqu'un pays comme les États-Unis vont assassiner un des tiens, tu comprends que les gens sont peut-être légitimes de manifester. Écoute, les États-Unis sont un peu partout. Ils sont en Irak, ils sont en Syrie, ils sont en Afghanistan. Je sais pas si tu le sais, cet endroit-là, c'est assez loin du continent nord-américain. Hier, avant hier, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni qui ont donné leur appui au président américain. C'est pas tout à fait leur appui. Ce qu'ils ont dit, ils ont appelé l'Iran à ne pas sanctionner les Américains parce qu'on sait que ça peut tourner... il peut y avoir une escalade, en d'autres termes, du conflit et ça peut emmener des attaques terroristes également. Je pense pas que ce soit la bonne façon de procéder. Je pense qu'on devrait se rasseoir à la table des négociations et trouver des solutions pacifiques au lieu d'agir militairement comme on a agi précédemment. OK. Alors, histoire à suivre, là, mais les obsèques, les funérailles du général, c'est quand? Est-ce que c'est 3 jours de deuil? Là? Ils n'ont pas passé à CMA TV, mais c'est pour ça que c'est 3 jours de deuil, là, mais... parce qu'ils... Oui, mais écoute, le peuple est en deuil parce que c'est un héros national. Pour diverses raisons. Écoute, c'est un autre monde, l'Iran aussi. C'est pas un monde occidental. Et en plus, c'est comme une genre de théocratie, c'est-à-dire que c'est une république islamique, de sorte que la religion prend énormément de place dans ce pays-là. Tu n'agis pas en Iran comme tu agis aux États-Unis ou au Canada ou dans un pays occidental. Ça reste à suivre. On va espérer que ça se règle de façon pacifique. Oui, pour le bien de l'humanité, sincèrement, parce que, comme je l'ai dit hier, ils ont la technologie nucléaire. Je ne sais pas s'ils ont la bombe. J'ai dit qu'il y avait la bombe, mais je ne suis pas tout à fait sûr, mais c'est sûr qu'ils ont la technologie nucléaire. Est-ce qu'ils sont en mesure de procéder rapidement à un lancement de missiles nucléaires ou à fabriquer une bombe? C'est fort possible. Et lorsqu'on a l'arme atomique et que un pays tente de soustraire ou de soumettre plutôt un autre pays par la force, lorsque tu es mal pris, qu'est-ce que tu fais? Tu sors tes dernières armes, puis... Et surtout que l'Iran, ce qu'on nous mentionnait, c'est que l'Iran est un pays qui est économiquement... il y a des sanctions par rapport des États-Unis, par rapport à l'Iran, mais économiquement, c'est un pays qui vit des difficultés économiques. Alors... Histoire à suivre. Il y a la commission scolaire, ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. On en a parlé hier. Il y avait un palmarès des commissions scolaires. Ça, moi, je ne savais pas. Je savais qu'il y avait une commission des palmarès des écoles, puis on en a parlé l'automne dernier. Mais je ne pensais pas qu'il y avait un palmarès des commissions scolaires. Et hier, à ma demande, tu as fouillé ça pour voir, nous, la commission scolaire, parce qu'on n'en parlait pas dans ce palmarès dans le Journal de Québec. On ne parlait pas de la commission scolaire de la Côte-du-Sud, celle qui nous concerne. Mais j'ai fait mes vérifications. Il y avait un tableau et on performe quand même bien parce que sur les 5 dernières années, la commission scolaire de la Côte-du-Sud est en montée. On est rendu à 5,6 sur 10. Tu vas me dire, c'est pas beaucoup, mais quand tu penses que la note la plus haute... Ça beaucoup, là. T'as peu. Quand tu penses que la note la plus haute, c'est 6,9 et la note la plus basse, 3,2, on se situe en haut de la moyenne. Il faut se comparer à ce moment-là. Parce que si tu prends le chiffre à fois comme ça, tu dis 5,6, c'est même pas 6 sur 10. À la petite école, on ne pensait pas... Là, même encore récemment, là, ils ont dit que ça prenait au moins 60 pour exactement. Mais là, quand tu sais que nos dirigeants ne l'ont pas. C'est ça, mais quand tu sais que la meilleure note, c'est 6,9, dans le fond, si on traduit ça en pourcentage, ça serait 69 tout à fait. Et donc, 5,6, 56 compte tenu des circonstances, c'est bon, c'est très bon, et on est en montée. Tandis que la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, de Rivière-du-Loup-Kamouraska, excuse-moi, c'est la voisine, dans le fond, celle à l'est, bien, se situe également à 5,6, sauf qu'elle est stable depuis les 5 dernières années. C'est quand même bien, parce qu'on se situe, comme je l'ai dit précédemment, en haut de la moyenne. Donc, il faut accepter ça, il faut être content de nos réussites.
il faut regarder ça plus largement que le chiffre à froid, comme tu l'as dit précédemment. Mais c'est bon, c'est des bonnes nouvelles. Ouais. Mais je sais, je vois ton doute, mais en même temps, c'est 6,9. Ben, écoute, moi, j'imagine les gens qui entendent ça, qui disent qu'on performe bien à 5,6. Tu sais, je ne sais pas. Écoute, mais si on avait, exemple, des commissions scolaires qui étaient à 8,8, 9 sur 10, et nous, à 5,6, je te dirais, ouais, on a bien des croûtes à manger. Ça. Mais là, la quand meilleure... on se compare, on se console. La meilleure note est 6,9 et la pire est 3,2. À 5,6, c'est quand même bien. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 69 commissions scolaires au Québec, majoritairement francophones. Tu en as également quelques anglophones. Mais il y a juste 28 rangs. Pourquoi il y a juste 28 rangs? Parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui se situent à la même position, notamment la commission scolaire de la Côte-Sud à 5,6. Il y a 2 autres commissions scolaires qui sont sur le même rang. Donc, c'est pour ça qu'il y en a juste 28 rangs. Mais en réalité, il y a 69 commissions scolaires qui ont été répertoriées. Écoute, avant de terminer, il reste à peu près 2 minutes et demie. Il y a un nouveau candidat, un des premiers candidats là, qui se présente, là, Brian Brulotte, qui va se présenter à la chefferie du Parti conservateur. Parti conservateur qui avait dit l'élection du nouveau chef va se faire en avril. Après ça, ils ont dit au mois de novembre. Et là, c'est rendu au mois de juin. Pourquoi? Je pense, j'ai une explication. Ça ne veut pas dire que je suis dans le secret des dieux, mais il faut que tu agisses rapidement. Parce qu'il te reste 6 mois. Là. Maintenant, ils ont... C'est toujours ce que j'ai pensé. Oui, parce pourquoi? Que, parce que... avec un gouvernement minoritaire, des élections hâtives, peut ça. La stratégie, là, parce que j'y ai pensé. Tu sais que j'ai déjà fait un peu de politique, donc j'ai toujours un peu dans la tête certaines stratégies politiques. Si j'étais à la place des libéraux, j'y penserais, c'est-à-dire je m'organiserais pour faire passer une loi qui est inacceptable pour les autres partis d'opposition, de sorte que le gouvernement tomberait au moment où ce que les conservateurs se chargeraient un chef. C'est pour ça qu'ils veulent faire ça rapidement. Mais honnêtement, le Parti libéral n'a pas intérêt à faire ça. C'est encore... Oui, tu as raison, mais c'est encore drôle. C'est toujours de la stratégie politique. Rappelle-toi le gouvernement minoritaire de Pauline Marois. Ça a été une erreur par la suite, qui s'est organisé pour partir en élection, même s'il y avait une loi sur les élections à date fixe. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient profiter du momentum pour se faufiler. Mais finalement, il est arrivé ce qui est arrivé. Ils ont été chercher Pierre-Carl Péladeau, qui a levé sa main, qui a dit la souveraineté, je me souviens pas, qui a fait une déclaration pour l'indépendance du Québec. La plupart des gens pensaient qu'il allait prendre son empire québécois pour faire la promotion de l'indépendance du Québec. Et les libéraux, bien, c'est ça qu'ils les ont fait pas repasser parce qu'ils étaient dans l'opposition. C'est ça qu'ils les ont fait passer parce que les gens ont eu peur d'un référendum. Donc, il y a de la stratégie politique là-dedans. Mais le Brian Brulotte, là, qui a fait des fautes de français, là, même s'il n'avait pas fait de fautes de français, oublie ça, il ne sera jamais chef du Parti conservateur. Et on n'entend plus parler de M. Charest. On va en entendre parler. Né crainte. Il a pesé sur pause. Oui, mais pendant les fêtes, mais il va revenir. Là, mais, écoute, il va remettre ça à play. C'est un candidat sérieux et je peux dire une chose, malgré tout ce qui entoure Jean Charest, s'il était premier ministre du Canada dans les relations internationales, ça pourrait faire quand même une différence. Voilà, ça complète notre émission. Bonne journée, à demain. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-3634.